je vous propose de faire un tour chez le grand La Fontaine. Bah, tu connais la femme de La Fontaine, toi? La Fontaine? Jean de La Fontaine? Jean de La Fontaine. Non, mais pourquoi pas? Commençons. Une tortue était à la tête légère qui, le lâche de son trou, voulait voir du pays. Volontiers, on fait cas d'une terre étrangère. Volontiers, Jean Boiteux haïssent le logis. De canards, à qui la commère communiqua ce beau dessin, lui dire qu'ils avaient de quoi le satisfaire. Voyez-vous ce large chemin? Nous vous voiturerons par l'air en Amérique. Vous verrez ma république, Mon royaume. mon peuple. Et vous profiterez des différentes mœurs que vous remarquerez. Ulysse en fit autant. On se demande que va faire Ulysse en cette affaire. Enfin, la tortue écouta la proposition. Marché fait. Les deux oiseaux construisent une machine pour transporter la pèlerine. Dans sa gueule, en travers, on lui passe un bâton. C'est bien, dire-t-il. Gardez-vous de lâcher prise, hein. Puis, chaque canard prend ce bâton par un bout. La tortue enlevée. On s'étonne partout de voir aller en cette guise l'animal lent et sa maison Justement au milieu de l'un et l'autre oiseau. miracle, criait-on. Venez voir dans les rues passer la reine des tortues. La reine, oui, je le suis en effet. Ne vous en moquez point. Elle eut beaucoup mieux fait de passer son chemin sans dire aucune chose. Car lâchant le bâton en desserrant les dents, elle tombe, elle crève au pied des regardants. Sans la discrétion de sa belle Foucause. Imprudence, babile Et sotte vanité. Et vaine curiosité. ont ensemble étroit parentage. Ce sont tous enfants d'un ignage. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage ressemble à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ses bois. Assez tôt, le corbeau ne se sent plus de joie. Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon provient d'un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Perrette, sur sa tête ayant un coteaulet bien posé sur son coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et vêtue, elle allait à l'Europe, ayant mis ce jour-là pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière ainsi troussée comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employait l'argent, achetait un 102, faisait un triste de couvée, enfin, toute chose à laitière par son bien, par son soin diligent. Il m'est, disait-elle, possible d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard serait bien habile s'il ne m'en laissait assez pour avoir un cochon. Le porc qu'à se nourrir coûtera peu de son. L'été, quand je l'eus de taille raisonnable,
j'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son viot, que je verrai sauter au milieu du troupeau. Là-dessus, Perrette, sautez, vous portez, le lait tombe à Dieu, vos vaches, cochons, couvés. La dame de ses biens, quittant d'un œil mari, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari, en grand danger d'être battu. Le récit enfin s'en fut fait, et on l'appela le pot de lait. Deux compagnons, pressés d'argent, à leurs voisins coureurs, vendirent la peau d'un ours encore vivant. Mais qu'il tuerait bientôt, hein, du moins à ce qu'ils dirent. C'était le roi des ours au compte de ces gens. Le marchand à sa peau devait faire fortune et garantirait des froids les plus cuisants. On en pourrait fouer plutôt deux robes qu'une. D'un donneau, prisez moins ses moutons que leur ours. Alors compte, et non celui de la bête. S'offrant de la livrer au plus tard dans 2 jours, ils conviennent de prix et se mettent en quête. L'ours qui s'avance et vient vers eux au trot. Voilà mes gens frappés comme d'un coup de foudre. Le marché ne tint pas, il fallut le résoudre. L'un de nos deux compagnons grimpe au fait d'un arbre. L'autre, plus froid que n'est un arbre, se couche sur le nez, fait le mort, tient son vent, ayant quelque part ouï dire que l'ours s'acharne peu souvent sur un corps qui ne vit, ne meut, ni ne respire. Seigneur Ours, comme un sot, donna dans ce panneau. Il voit ce corps gisant, le croit privé de vie, et de peur de supercherie, il le tourne, le retourne, approche son museau, flaire au passage de la laine. C'est, dit-il, un cadavre. Ôtons-nous, car il sent. Sur ces mots, l'ours retourne à la forêt prochaine. L'un de nos deux marchands de son arbre descend, court à son compagnon. Ah, lui dit que c'est merveille, qu'il n'ait eu seulement que la peur pour tout mal. Eh bien, ajouta-t-il, et la peau de l'animal, hein? Mais que t'a-t-il dit à l'oreille? Car il te serrait de bien près, retournant avec sa serre. Il m'a dit, Il t'a dit qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours qu'on ne l'ait mis par terre. Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où, un héron long bec, emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente, ainsi qu'au plus beau jour. Ma commère la carpe y faisait 1000 tours, avec le pencher, son compère. Le héron eût fait volontiers son profit. Tous s'approchaient du bord. L'oiseau n'avait qu'à prendre. Mais il crut mieux faire d'attendre qu'il eut un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. L'oiseau, Après quelques instants, l'appétit vint. L'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau d'étanche qui sortait du fond de ses demeures. le mets ne lui plut pas. Il s'attendait à mieux et montrait un gros dédaigneux. Comme le rat du bonne race. D'étanche, moi d'étanche, dit-il. Moi,
me contenter d'une si pauvre chair. Mais pour qui me prend-on? Oh, et pour qui me prend-on? Dieu ne plaise, moi, car je ne suis pas branchée. La tanche rebutée et trouva du couchon. Du couchon! C'est bien là le dîner d'un héros. J'ouvrirai pour si peu le bec, en Dieu ne plaise. Et l'ouvrit pour bien moins. Tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit. Il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Ne soyons pas si difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. Au hasard de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous. Gardez-vous de rien dédaigner. Surtout quand vous avez votre compte. Bien des gens y sont pris. Ce n'est pas au héron que je parle. Écoutez, humain, un autre conte. Vous verrez que chez vous, j'ai puisé ces leçons. Certaines filles, un peu trop fières, prétendaient trouver un mari. Jeune, beau, bien fait, d'agréable manière, point froid, et point jaloux. Notez ces deux points-ci. Cette fille voulait aussi qu'il eût du bien, de la naissance, de l'esprit, enfin tout. Mais qui peut tout avoir? Le destin se montra soigneux de la pourvoir. Il vint du parti d'importance. La belle les trouva trop chétifs, de moitié. Quoi? Moi? Quoi? Ces gens-là leur racontent, je pense. À moi les proposer. Hélas, ils font pitié. Voyez un peu la belle espèce. L'un n'avait dans l'esprit nulle délicatesse. L'autre avait le nez fait de cette façon-là. C'était ceci, c'était cela. Ah bah c'était tout. Car les précieuses font dessus tout les dédaigneuses. Après les bons partis, les médiocres gens vinrent se mettre sur les rangs. Elle de se moquer. Oh, je suis bonne de leur ouvrir ma porte. Ils pensent que je suis fort en peine de ma personne. Grâce à Dieu, je passe mes nuits sans chagrin, quoiqu'en solitude. La belle se sut gré de tous ses sentiments. L'âge la fit déchoir. Adieu tous les amants. Un an se passe, et deux, avec inquiétude. Le chagrin vient ensuite. Elle sent chaque jour déloger quelques rires, quelques jeux, puis l'amour. Il sait très changer et déplaire, qu'il s'en sorte de phare, mais ses soins ne purent refaire qu'elle apporta tout le temps cet insigne larron. Les ruines d'une maison se peuvent réparer. Que n'est cet avantage pour les ruines du visage? Sa préciosité change alors de langage. Son miroir lui disait « Prenez vite un mari !» Oh, je ne sais quel désir le lui disait aussi. Celle-ci fit un choix. Le désir peut aussi loger chez une précieuse. C'est pour ça qu'elle fit un choix. On n'aurait jamais cru. Se trouvant à la fin toute aise et toute heureuse de retrouver un malheureux. Il parlait d'un jeune lapin, d'Anne Belette, un beau matin
à l'aurore sa cour, parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeannot Lapin retourne au souterrain séjour. La belette avait mis le nez à la fenêtre. Oh, Dieu hospitalier! Que vois-je ici paraître, dit l'animal chassé du paternel logis. Oh là, madame la belette, que l'on déloge sans trompette, hein, où je vais avertir tous les rats du pays. La dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre, où lui-même, un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant. Et quand ce serait en royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a toujours fait l'octroi à Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi. Jean Lapin allégua la coutume et l'usage. Ce sont, dit-il, leurs lois qui vont de ce logis rendu maître et seigneur, et qui de père en fils, l'ont de Pierre à Simon et puis à moi Jean transmis. Le premier occupant, est-ce une loi plus sage? Or bien, sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Rami d'Acrobus. C'était un chat vivant, comme un dévot ermite, un chat faisant la chatte vite, un saint homme du chat bien fourré, gros et grave, arbitre et expert sur tous les cas. Jean Lapin, pour juge l'agréé. Les voilà, tous deux, arrivés devant sa majesté fourrée. Grippomino leur dit, mes enfants, approchez, approchez, je suis sourd, les uns en sont la cause. L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'apporté, il vit les contestants. Grippomino, le bon apôtre. Jetant de deux côtés, la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort au débat qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi. La raison des plus forts est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de Pure. Un loup se lia à Jean qui cherchait aventure et que la femme en ces lieux attirait. Qui t'aura ainsi hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein d'orage, tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je m'en vais désaltérant dans le courant. Vous de 20 pas en dessous d'elle, et que par conséquent je ne puis en aucune façon troubler sa boisson. Tout la trouble, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu m'as dit l'an passé. Mais comment j'aurais-je fait si je n'étais pas née, dit Rude, reprit-il. Mais je tête encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un de tien. Car vous ne me parlez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis il le mange, sans autre forme de procès. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde.
Ce loup rencontre un dog aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par les gardes. L'attaquer, le mettre en quartier, Sirlou lui fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille. Et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment de son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, ô sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils y sont misérables. Cancres, air et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi? Rien d'assuré, point de franche-lippée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Mais que me faudra-t-il faire? Presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens portant bâtons et mendiants, flatter ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi, votre salaire sera fort sur relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. Mais qu'est-ce que cela, lui dit-il? Rien. Quoi? Rien. Peu de choses. Mais encore. Le collier dont je suis attachée de ce que vous voyez est peut-être la cause. Attaché? Vous ne courez donc pas où vous voulez? Pas toujours, mais qu'importe. Il m'importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte. Et ne voudrais pas mal à ce prix à 13 heures. À ces mots, le loup s'enfuit et court encore.